Les moutons sont sans doute les animaux les plus sous-estimés au monde. C'est oublier que depuis 11 000 ans, ces ruminants peu exigeants fournissent aux hommes de quoi se nourrir et s'habiller. Ils auraient ainsi contribué à l'essor de civilisations et à l'avènement d'empires. Ces herbivores, dont on fait généralement peu de cas, ont-ils vraiment changé le cours de l'histoire et joué un rôle central dans l'évolution de l'humanité? L'espèce, dont le cheptel mondial s'élève à 1 milliard de bêtes, reste en tout cas un moyen de subsistance essentiel, ainsi qu'un levier de développement majeur pour de nombreuses populations. L'histoire du mouton comme animal de rente commence en Mésopotamie, une région à la frontière entre l'Iran, l'Irak et la Syrie actuelle. On y trouve encore aujourd'hui des mouflons, les ancêtres de toutes les races de moutons domestiques. Aux alentours du 9e millénaire avant notre ère, des chasseurs en capturent quelques... De Mésopotamie, l'élevage ovin se répand avec succès dans le monde entier. Des archéozoologues tentent aujourd'hui de retracer cette diffusion. Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Dans cette métropole d'Afrique de l'Est, Emmanuel Villa recherche des moutons domestiques d'une race particulière, qu'elle peut trouver ici, sur l'un des nombreux marchés aux animaux de la ville. En tant qu'archéozoologue, je m'intéresse à l'origine au développement des races. Je travaille sur le Proche-Orient et c'est là où on se rend compte qu'il y a des... Là, on voit apparaître des différents types de moutons, aussi bien au niveau des archéozoologues, parce qu'en fait, on a des différences de taille. L'archéozoologue effectue des fouilles en Irak, au Liban et en Éthiopie. Ces découvertes permettent de retracer la diffusion des différentes races de moutons. Dis-leur s'il te plaît qu'on cherche des animaux de plus de 3 ans, si c'est possible. Agro Aman, un collègue d'Emmanuel, est chargé des négociations avec les marchands. La dentition fournit des informations fiables sur l'âge. L'âge, c'est parce que si on prend des animaux qui ont moins de 2 ans, les ossements des membres ne sont pas encore épiphysés, donc ils n'ont pas atteint leur croissance maximum et on ne peut pas les mesurer. Si je travaille sur des os qui ne sont pas épiphysés, les mesures ne veulent rien dire. Je ne peux pas comparer des mesures d'un spécimen d'une race jeune avec un spécimen d'une autre race adulte. Donc je compare que des adultes. Laisse-moi vérifier. Oui, celui-là est assez âgé. 6, c'est bien. Reste maintenant à s'entendre sur le prix. Mais c'est plus cher qu'il y a une demi-heure. Le commerçant réclame l'équivalent d'une trentaine d'euros. C'était quoi le prix de départ déjà? Le premier prix? 1400. L'archéozoologue veut acheter plusieurs animaux. 1950. Il baisse de 50 bières. C'est un bon prix. C'est pas l'affaire du siècle. Le commerçant a consenti un rabais d'environ 1,50 €. En Éthiopie, le prix d'un mouton est à peu près le même qu'en Europe, alors que le pouvoir d'achat y est nettement inférieur. Un rapport révélateur de la valeur qu'ont les animaux dans ce pays. L'archéozoologue emporte les moutons dans un centre de recherche situé à l'extérieur de la capitale.
L'Éthiopie compte environ 43 millions de moutons. Dans les zones rurales du pays, ils représentent souvent la seule source de revenus régulière. Une fois sur place, les animaux sont mesurés. On va commencer par la longueur de la tête. Chaque millimètre compte. On est presque à 100 là. Oui, 98. Et maintenant l'oreille. J'aime bien les moutons parce que j'aime bien tous les animaux. Après, mon travail sur le mouton, c'est parce que, en tant qu'archéozoologue, c'est vraiment une espèce que je rencontre énormément dans les faunes archéologiques sur lesquelles je travaille. Donc, je les connais très très bien du point de vue de leur squelette. Les échantillons de sang permettront une comparaison génétique entre les moutons actuels et les restes fauniques vieux de plusieurs milliers d'années. Les moutons sont ensuite mis à mort, seul moyen pour les chercheurs d'étudier leurs os. Emmanuel Villa vient jeter un œil à la marmite en compagnie du généticien Olivier Hanotte. Tu vois, on sépare les queues qu'on le laisse cuire jusqu'à après midi. En tous les cas, il y a 3 cuissons au minimum pour essayer d'enlever au maximum le gras. Je trouve extraordinaire, c'est que c'est ici qu'en fait, tes intérêts comme zooarchéologue et moi, mon intérêt comme généticien, en fait, se rejoignent en fait autour d'une casserole, en fait. Là, on enlève le plus gros et puis ça va recuire avec de la lessive, donc la lessive attaque. Is there a small knife? Quelqu'un aurait un petit couteau pour Olivier? Après la cuisson, les chercheurs doivent regrouper les os par paire. Un jeu de memory commence. Et alors, je me retrouve avec ça, ou alors, celle-là, elle va où? Tu vois, c'est pas possible. Les os de la queue en particulier permettent une comparaison précise avec les restes fauniques, de quoi renseigner l'archéozoologue sur les espèces mises au jour. Je suis en train de faire les mesures et c'est cette étape-là qui est très importante. Je travaille sur plusieurs spécimens, donc plusieurs moutons d'une même race. Je les mesure tous, enfin je mesure tous les os des membres. Et puis ensuite, je ferai la même chose pour les différentes traces sur lesquelles nous travaillons. Et ensuite, ça sera analysé d'une manière statistique pour pouvoir comprendre un petit peu comment on peut interpréter ce qu'on observe en archéologie. Je pense qu'en tant qu'archéozoologue qui travaille sur le Proche-Orient, c'est évidemment que je travaille sur le mouton. Parce que c'est une des espèces domestiques sur laquelle repose l'économie des pays du Proche-Orient. Les moutons garantissent la survie, mais aussi un modeste revenu à de nombreuses populations. On se rend compte que probablement l'essor urbain et la complexité de ces sociétés-là a beaucoup à voir avec le développement de l'élevage du mouton et le développement probablement de la toison laineuse. C'est cette denrée-là, cette matière première qui va quand même être un des tremplins pour l'économie de ces grands centres urbains qui se développent dans toute la région de ce qu'on appelle la Mésopotamie au sens large, mais ça veut dire ça va de l'Irak du Sud, l'Irak du Nord, Syrie, jusqu'au Levant. Et c'est là où se mettent en place ces premières organisations urbaines, les premiers États, et il y a cet élevage du mouton. Donc, on a des climats très variés en fonction des régions très très secs, où il ne pleut quasi pas, et à la fois des régions très très froides, des régions où il fait
il pleut énormément, etc. Donc tous ces animaux ont réussi plus ou moins à s'adapter à toutes ces régions. Cette race de moutons, en fait, elle vient de la région de l'Ogaden en Éthiopie, qui est une région qui est de relativement basse altitude, extrêmement chaude. Alors ce qu'on voit dans cet animal, en fait, c'est plusieurs adaptations à un climat sec et chaud. Alors par exemple, ce qui est typique, par exemple, il bouge, hein, mais ce qui est typique, ce qu'on voit ici, c'est une espèce de, comment on va appeler ça, double menton ou triple menton, je ne sais pas pour un mouton. Et en fait, ça, on pense que ça aide à la thermorégulation de la température du corps. Ce qu'on voit aussi chez cet animal, on a une queue qui est toute petite et un croupion qui est rempli de graisse en fait. Hein. Et donc ces animaux, en période juste après la petite saison des pluies, où il y a finalement pas à manger, vont manger un maximum et ils vont accumuler de la graisse au niveau du croupion, qui est un réservoir d'énergie. Et au cours de la saison sèche, où la nourriture se fait rare, ils vont utiliser cette énergie finalement pour survivre en fait. Hein. Donc c'est vraiment des animaux qui ont développé une morphologie qui les rend tout à fait adaptés à l'environnement dans lequel ils vivent et qui permettent aux gens qui vivent dans le même environnement en fait, hein, de survivre grâce aux adaptations de ces animaux. Une adaptabilité qui s'est muée en véritable aubaine pour les hommes. Le monde serait bien différent sans moutons. Ces animaux ont joué un rôle économique majeur dans le développement de nombreuses civilisations humaines. Ils ont servi de monnaie d'échange dans quantité de cultures à travers le monde. Leur valeur réside dans le fait qu'ils représentent un moyen de paiement non périssable, universel et très commode. En plus, on peut les transporter sur de longues distances, à la différence des denrées périssables. Ils permettent aussi de confectionner des vêtements qui seront troqués à leur tour. Certains prétendent que les moutons sont aussi précieux que l'or, voire même plus précieux, puisque non seulement ils servent de monnaie, mais ils servent aussi à fabriquer des objets utiles. Les moutons représentaient une source économique stable, qui a permis à certaines grandes villes d'accéder au rang d'empire. C'est le cas de Rome, par exemple, qui était à l'origine constitué de petits villages de bergers. Si les moutons n'avaient pas existé, notre civilisation aurait sans doute été différente. 15 siècles plus tard, les navires de Christophe Colomb ont été financés par les revenus que la reine Isabelle d'Espagne tirait de la vente de laine royale. Sans cet argent, Christophe Colomb n'aurait peut-être pas atteint l'Amérique. Et qui sait, peut-être aurait-il fallu attendre un siècle de plus pour que les Européens entreprennent cette aventure. De Mésopotamie, les précieux ruminants ont jadis gagné la Turquie, la Grèce, puis le cœur de l'Europe. Héritier d'une culture millénaire, le pastoralisme assure aujourd'hui encore la subsistance des populations. Dans le nord de la Macédoine, on pratique toujours la traditionnelle transhumance. Au beau jour, le berger et son troupeau quittent le pâturage d'hiver pour rejoindre au terme d'un long périple l'estive et la fraîcheur des montagnes. Fin mai, Zaïm Hassan s'apprête à parcourir avec ses bêtes 400 km en un peu moins de 2 semaines. Aidé de ses 3 frères et de 2 assistants, il conduit 3000 moutons dans les alpages, accompagné de ses chiens et de chevaux pour le transport. Ce sont des chevaux sauvages qui vivent le reste du temps en liberté dans les montagnes. Ils sont tous sauf dociles, impossible de les attacher. Et pour les monter ou les charger, c'est difficile.
Bon gré mal gré, les animaux finissent par se soumettre. Les hommes et les chevaux de bas ouvrent la marche. Les moutons leur emboîtent le pas. La transhumance dure entre 10 et 13 jours. Pour le bétail, ça fait une sacrée trotte. On emprunte surtout des sentiers montagneux. Avec les chevaux, chaque étape prend autour de 4 heures. Mais les moutons, eux, mettent la journée entière. Génération après génération, les bergers refont chaque année avec leurs bêtes le même chemin que leurs ancêtres. Ils ont divisé le parcours en étapes de longueur à peu près égale et connaissent les endroits qui conviennent pour une halte en compagnie de 3000 moutons. On vient d'arriver à Orehovo, après avoir marché pendant environ 4 heures. Maintenant, il faut décharger. Les moutons arriveront plus tard, vers 19 heures. En attendant, on va préparer le enclos et le dîner pour les chiens et pour les hommes. Après, on s'occupera du troupeau. Nous, la corde à la selle. Abdi Abdioski est chargé de fournir l'essentiel. Un abri sûr pour les moutons. Je coupe des branches qui serviront à fabriquer un enclos pour le troupeau, pour qu'on n'ait pas à le surveiller lorsqu'il arrivera tout à l'heure. À chaque étape, c'est pareil. Le soir venu, on parque les bêtes. Ça permet d'empêcher qu'elles se dispersent. Parce qu'ensuite, pour les rassembler, ce serait la croix et la bannière. On assemble les branchages du mieux qu'on peut. Une fois endormies, les bêtes n'iront plus bien loin. 3 heures plus tard, le troupeau arrive. Les moutons ont parcouru 40 km. En chemin, les bergers leur donnent régulièrement l'occasion de se nourrir et, quand c'est possible, de se désaltérer. Les végétaux, qu'ils consomment avec délice, satisfont une grande partie de leurs besoins en eau. Soudain, comme appelé par un signal invisible, le troupeau s'ébranle. Les moutons sont rodés. Ils rejoignent l'enclos d'eux-mêmes. Parce qu'ils savent qu'ils y seront en sécurité. Dès que le soleil se couche, ils savent où aller. C'est pour ça qu'on prépare l'enclos à l'avance. Il me reste plus qu'à le fermer, et ce sera bon. Ils resteront là jusqu'au matin. Voilà, comme ça, ils ne pourront pas sortir. S'ils essaient, ils se piqueront aux branches. Terminé, ils sont à l'abri pour la nuit. Les hommes s'apprêtent à passer la nuit à la Belle Étoile. Fin mai, les températures nocturnes ne dépassent pas les 5 degrés. L'aube réveille hommes et bêtes dès 6 heures. Il reste 360 km à parcourir, en 9 étapes.
Pour défendre les moutons contre les dangers, et notamment les loups et les ours qui rôdent dans la région, une vingtaine de chiens de berger escortent le troupeau. On passe toutes les nuits dehors, avec les moutons, les chevaux et les chiens. Tout peut arriver. Il y a des prédateurs dans le coin. On peut aussi avoir du mauvais temps. Les moutons sont dehors et donc vulnérables. Le froid peut tomber très rapidement. Et les moutons ne sont pas habitués à ça, surtout les agneaux. Ils sont très fragiles. Ça pourrait les tuer. Chaque matin, les bergers inspectent le troupeau à la recherche des nouveau-nés. S'ils en trouvent un, ils le retirent du troupeau. Les nouveau-nés ont droit à un traitement de faveur. Il va pas faire le trajet avec sa mère. Il en serait incapable. Il est né il y a 1 heure seulement. Je l'attache le temps du voyage. Sinon, il pourrait tomber du cheval. Et on risquerait de le perdre. Comme ça, je peux le déposer sur la selle. Pour le transport, c'est plus facile. Il ne bougera pas. La précieuse marchandise se laisse charger sans résistance. Au fil de la longue histoire qui unit l'homme au mouton, ce mélange de douceur et de vulnérabilité a érigé l'agneau en symbole de l'innocence. La symbolique de l'innocence est omniprésente dans la religion chrétienne, notamment via la figure de l'agneau, qui symbolise le Christ. Le Christ innocent prend sur lui les péchés, les souffrances du monde. L'iconographie donne aussi à voir un agneau victorieux, l'Agnus Dei, c'est-à-dire l'agneau de Dieu en latin. C'est l'allégorie par excellence du Christ vainqueur. Parce que l'agneau, autrement dit Jésus-Christ, a vaincu la mort par sa propre mort. L'agneau pascal sacrifié, représenté avec sa blessure mortelle, paraît faible. Mais en fait, il est fort. Sa force se révèle par sa faiblesse. La mort est vaincue par la mort. C'est le sens de cette image. Dans les Saintes Écritures, le mouton est en fait un être relationnel. Que l'on parle du mouton ou de l'agneau, il s'agit d'une part de la relation de l'animal à son troupeau, c'est-à-dire de sa place naturelle, mais aussi et surtout de sa relation au berger, à la bergère. Il y a de très beaux passages à ce sujet, où le berger est rappelé à ses devoirs. Car la fonction du mouton est aussi, dans une certaine mesure, de critiquer le berger, d'exiger qu'il consacre tous ses efforts, son énergie et son amour au troupeau. L'Église utilise également la métaphore pastorale dans un sens plus large. Au sein de l'Église évangélique luthérienne, par exemple, c'est un pasteur, homme ou femme, qui conduit la paroisse, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'un berger ou une bergère, puisque l'appellation pasteur vient du latin pastor, qui désigne le berger. Je m'appelle Antonio De Torri, je suis berger à Nulle et je possède 250 moutons. Antonio et sa famille vivent du lait de leurs bêtes. C'est l'un des 12 000 éleveurs de moutons de Sardaigne. Sur l'île italienne, le pastoralisme occupe une place prépondérante.
À l'écart des côtes fréquentées par les touristes, l'arrière-pays est principalement tourné vers l'élevage ovin. La Sardaigne compte 3 millions de moutons, près du double du nombre d'habitants. Les brebis sont traites 2 fois par jour. Après la naissance de leurs agneaux, elles donnent du lait pendant environ 6 mois. Tout le défi pour l'éleveur consiste à assurer sa subsistance pour l'année à partir de cette activité saisonnière. Elle ne donne pas tellement en ce moment. Dans la famille d'Antonio, on est berger de génération en génération. Avant lui, ses ancêtres déjà vivaient du lait et du fromage qu'ils en tiraient. Seule concession à la modernité, la treilleuse électrique. Maintenant, je travaille à la machine parce que mes mains ne suivent plus. Je ne peux plus réaliser la traite manuellement parce que j'ai les nerfs en compote. Je souffre du syndrome du canal carpien. J'ai commencé à traire les brebis à la main quand j'étais tout gamin. J'avais 8-9 ans. Et j'ai continué jusqu'à l'âge de 40-45 ans. Jusqu'à l'arrivée de la traite mécanique. C'est bon pour l'homme, mais aussi pour la brebis. Parce que la main n'est pas capable de reproduire la succion naturelle de l'agneau. La mécanisation est bénéfique aux hommes comme aux bêtes. La machine permet également de mieux vider les pies, qui sinon risqueraient l'inflammation. Le lait représente tout pour nous. Il nous a donné la vie. Et les brebis, avec leur lait, nous fournissent le travail. C'est notre quotidien depuis qu'on est tout petit. C'est plus qu'une tradition. C'est la vie. La vita. La vita. Nos produits sont 100% naturels. D'abord le lait qu'on transforme en fromage, ensuite la ricotta qu'on fabrique à partir du petit lait, sans oublier le beurre. C'est la brebis qui nous fournit toutes ces denrées essentielles. 70% de la production italienne de lait de brebis provient de Sardaigne. Antonio vend la majeure partie de son lait. Mais il en conserve toujours un peu pour fabriquer son propre fromage. Il faut faire attention à la température. On commence par porter le lait à 36-37 degrés en fonction de la température ambiante. S'il fait chaud dehors, 36 degrés, c'est bien. Ensuite, on ajoute la présure pour obtenir le caillé. Et on laisse reposer pendant 15-20 minutes, jusqu'à ce que le lait coagule. Bien sûr, chacun a ses petits secrets de fabrication. Qualche cosa sua, il segreto personale c'è. E quindi Antonio produit du pecorino, un fromage qui porte bien son nom, puisque pecora veut dire brebis en italien. Aujourd'hui, il faut produire beaucoup de lait pour subvenir aux besoins de sa famille. Les charges sont élevées. Il faut suivre.
Je transforme une partie de mon lait en fromage. C'est ce qui me plaît. Les jours où je ne fabrique pas de fromage, ma journée n'est pas complète. Non mi dà resa la giornata. Il ben di Dio. Quindi, vedi, da quelle Regardez, au début on avait 45 litres de lait et maintenant on a 3 beaux fromages. Quindi stiamo sempre mangiando da questa pecora. Se la pecora noi diamo da mangiare, Avec les brebis, on a toujours quelque chose à manger. Si on la nourrit, elle nous nourrit. Si on la traite bien, elle nous traite bien. se non la tratti bene, Si tu la traites mal, c'est comme si tu ne payais pas tes dettes. « 1700 km plus au nord, à Niederöhe, en Basse-Saxe. Ici, les moutons ne servent pas à fournir du lait, mais participent à la conservation de la lande. Comme tout berger, Karl Kuhlmann doit assurer la reproduction de son troupeau. Tu peux te mettre ici? Oui? L'éleveur de moutons jaglus a sélectionné un bélier. Attends, c'est bon, ça passe. C'est le mâle reproducteur. On l'emmène à la monte, dans la lande. Avant toute chose, il faut qu'il plaise aux dames. Je pense que ce sera le cas. Sinon, il doit avoir une toison grise, de belles cornes bien dessinées, une tête et un poitrail noir. Et pour notre troupeau, il doit être capable de parcourir 10 à 12 km par jour. Mais pour ce premier trajet, le bélier se fait conduire en taxi. Ute donne un coup de main à son mari. Il est l'un des derniers bergers à pratiquer l'élevage extensif dans la lande de Lunebourg. Son troupeau est composé de 800 moutons et de quelques chèvres. Reconnu comme travail à part entière, l'entretien du paysage qu'il assure avec ses bêtes est rémunéré et vient compléter les revenus qu'il tire de la vente des animaux. Je suis berger et agriculteur. J'ai un diplôme d'agronomie. C'est un métier très agréable, mais aussi très prenant. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Mais ça me plaît toujours autant. Les animaux doivent avoir une confiance absolue dans le berger pour le suivre. On ne peut pas travailler en employant seulement des chiens et la force. Ils doivent être convaincus chaque jour que ça vaut la peine de lui emboîter le pas, qu'il y aura quelque chose de bon à manger là où il va. Le midi, on fait une petite pause déjeuner sympathique avec du soleil, de la lumière et de l'ombre juste comme il faut. Le soir, retour à la bergerie. Si j'arrive à offrir ça à mes moutons tous les jours, alors je suis un bon berger. Ils communiquent entre eux. S'il y a quelque chose de particulièrement savoureux à manger, les moutons appellent leurs congénères, qui répondent avant de se précipiter sur place. Ils font preuve de beaucoup de solidarité, je trouve. Sans doute que la joie d'avoir trouvé un champignon délicieux est plus grande quand on la partage avec les autres. En tout cas, ils se transmettent des informations. On les fait paître 2 fois par jour. Les moutons sont des ruminants. Ils doivent manger 2 fois dans la journée. Comme ça, ils sont contents. On marche pendant 2h30 à 3h. Puis on fait une pause déjeuner à l'ombre qui dure à peu près 1 heure. Ensuite, on repart et on les laisse paître à nouveau pendant 2h30 avant de rentrer. C'est assez pour les moutons. Le troupeau sait qu'il ne peut se rassasier que sur le temps de pâture.
Donc ils mangent davantage d'un coup, ce qui permet un entretien du paysage optimal, car les bêtes savent exactement de combien de temps elles disposent. Sur les digues, les moutons peuvent se nourrir à tout moment de la journée. Ils vont paître pendant 10 minutes, puis se mettre à ruminer, ou un nuage va passer et ils vont s'arrêter de manger. Les moutons jaglus, eux, sont habitués à manger quand la nourriture est disponible, parce qu'ils savent qu'ils retourneront à la bergerie le soir venu. Ils pourront y rêvasser tant qu'ils veulent, mais il n'y aura plus rien à manger. Les ruminants sont dotés de 4 estomacs qui leur permettent d'assimiler des aliments peu nutritifs. La nourriture grossièrement mâchée passe d'abord par la panse. Elle y est découpée par des micro-organismes, régurgitée, puis mastiquée plusieurs fois avant de passer dans l'estomac suivant. Les moutons jaglus préservent la lande. C'est un paysage emblématique très ancien, façonné par l'homme. Autrefois, il y avait une forêt ici, mais les arbres ont été utilisés pour les salines de Lüneburg. Les zones défrichées ont laissé place à la bruyère, puis ces moutons sont arrivés. Et aujourd'hui, après plusieurs siècles, on observe que l'écosystème est à l'équilibre. Les moutons ne détruisent pas la bruyère, bien au contraire. En broutant un peu par ici, un peu par là, et en se déplaçant sans cesse, il stimule sa repousse. Sans la présence des jaglus, la lande de Lüneburg redeviendrait une forêt en l'espace de quelques années. Plus au nord, d'autres moutons ont eux aussi contribué à façonner le paysage. Les forêts des îles britanniques ont été en grande partie rasées pour faire place à l'élevage ovin. Les Highlands écossais doivent ainsi leur paysage caractéristique aux moutons, ou plutôt à la cupidité de grands propriétaires terriens. Pendant longtemps dans l'histoire britannique, les forêts et les zones boisées ont constitué, pour les éleveurs de moutons, un obstacle au développement des pâturages. Le moyen le plus rapide et le plus facile de résoudre ce problème était d'abattre tous les arbres. C'est ainsi qu'à partir de l'introduction du mouton, aux alentours de 4000 ans avant Jésus-Christ, les îles britanniques ont été progressivement déboisées par les éleveurs pour laisser place à des prairies où les animaux venaient paître. Les moutons sont donc en partie responsables de ce déboisement. L'épisode des Highland Clearances, qui a duré près d'un siècle, a marqué un point d'orgue dans l'âpre bataille autour des terres. Dans l'histoire de l'Écosse, les moutons n'ont pas toujours eu bonne réputation. Entre 1750 et 1850, les propriétaires terriens les plus riches d'Écosse ont chassé les métayers qui exploitaient leurs terres et qui pratiquaient une agriculture de subsistance pour subvenir aux besoins de leur famille et de leur communauté. Vu le prix de la laine au XVIIIe siècle et de la viande de mouton au XIXe siècle, beaucoup de propriétaires se sont dit qu'il était dans leur intérêt de se débarrasser de leurs métayers, de les chasser de leurs terres et de les remplacer par des moutons. Cela a eu des conséquences tragiques, puisque des centaines de milliers d'habitants des Highlands et des côtes ont été contraints à l'exil et parfois chassés de force, poussés sur des bateaux en partance pour l'Amérique, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Depuis sa domestication il y a 11 000 ans, le mouton a rendu sans rechigner de multiples services à l'humanité. Le mouton nourrit les hommes. Il les protège du froid. Il a aussi participé au développement de sociétés et de civilisations entières, apportant une contribution inestimable à l'édification du monde actuel. Nos campagnes seraient bien différentes sans ces animaux rustiques et peu exigeants. En Sardaigne,
les moutons sont présents jusque dans la musique et les chants polyphoniques des bergers. Bellezza de tipo de scosuare, oh bella mia non bande se a messare. Casu sole di lea da sa bellezza, casu sole di lea da sa bellezza. C'est l'âme du berger. Il faut l'imaginer tout seul dehors avec ses moutons. Les 3 tessitures du cœur correspondent chacune à un élément de la nature. La contra reproduit le bêlement du mouton. Le bassou, le mugissement de la vache. La mesu-hoce imite le sifflement du vent. C'est elle qui donne l'équilibre au cœur. Et enfin, il y a la hoce, la voix soliste qui chante le texte. Bella mia non bande sa messare, casu sole di lea sa bellezza, casu sole di lea, casu sole di lea sa bellezza, bellezza di more scosuam, oh bella mia, casu sole di lea, casu sole di lea sa bellezza, bellezza di more scosuam, oh bella mia, oh bella mia. Depuis des millénaires, le berger et ses moutons forment un duo inséparable. Ensemble, ils ont changé le cours du monde. Bellezza.